Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 mars 2012. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques lettres qu'a écrit Henri Tranquille dans son ouvrage Lettres d'un libraire, livre paru en 1976 aux éditions Leméac. Henri Tranquille qui avait cette caractéristique beaucoup plus rare qu'on peut s'imaginer de lire. C'est un libraire qui lisait. Je tiens à le souligner parce que j'ai déjà dit dans une entrevue publiée dans Le Devoir il y a une quinzaine d'années que les libraires ne lisaient pas. Je ne savais pas à ce moment-là, je commençais dans le métier, je ne savais pas à ce moment-là que les universitaires aussi ne lisaient pas. Alors, ou très peu enfin. Ils travaillent dans les livres, ils les travaillent, ils les massacrent en un mot. Alors, dans les prochains jours aussi, je vais, je vais écrire un texte sur cet ami Alain Simard dont j'ai appris le décès hier avant-hier et qui me plonge vraiment dans le désarroi et dans une grande peine. Et je vais également rendre l'expérience singulière d'un jeune homme, Cyril, qui fréquente ma librairie et qui réécrit à la main les livres qu'il a aimés. Une expérience très singulière et beaucoup plus formatrice qu'on pourrait imaginer. Alors voilà. Alors voici ce que Henri Tranquille écrivait le 1er août 1973. Je n'ai plus eu le goût, tout comme j'avais eu le goût, d'écrire des lettres. J'ai eu une impression subite que ces lettres, exercices écrites d'abord à moi, intéressaient plus ou moins les autres et commençaient à me laisser indifférent. Sans jouer au prophète dans le désert, j'ai ressenti la solitude de mes propos, peut-être personnels, dans le sens de douteux de capricieux. Et sans que ces lettres soient des confessions, j'aurais voulu sentir que mes réflexions bien pesées soient lues à la loupe mentale par mes liseurs choisis à qui j'adressais des copies par courrier dit personnel. Ici, il faut rappeler qu'Henri Tranquille faisait, faisait circuler les lettres. Il en faisait des photocopies, il envoyait une lettre à un destinataire, adressée à l'un de ses destinataires, et il faisait parvenir à une trentaine d'autres destinataires une copie de cette lettre-là, les lettres circulaires. Je pense qu'Henri Tranquille aurait raffolé de YouTube et de Facebook. Je ne crois pas avoir ennuyé mes correspondants par des sujets futiles, mais il se peut que l'abondance, en nombre de mes lettres, ait forcé certains sujets à lire plus que d'habitude, donc avec une hâte à ne pas trop scruter. Je ne voudrais pas sembler indiscret en pénétrant tous les 2 jours chez des gens si occupés que je risque de les déranger. C'est déjà beau que je sollicite rarement des réponses parfois souhaitées sans m'y attendre. Sera-t-on soulagé de ne plus recevoir tant de lettres, ni exaltées, ni ridicules, mais un rythme déroutant? Tant mieux ou tant pis pour ceux qui préfèrent à mon tumulte mon silence. De toute façon, mes propos sont plus inquiets que rassurés. Je bouquine, comme dans les livres, dans le monde, des idées humaines, mais je ne me suis jamais pris pour un sage, et encore moins pour un esprit pondéré. Et je sais l'écueil des préjugés pour quiconque veut raisonner. Je me réjouis de pouvoir, après quelques lectures, exprimer assez bien mes idées, ou plutôt mes opinions. De là à devenir un grand écrivain en puissance, avec son cachet savoureux, je suis loin du compte. Et cela explique d'emblée que je batifole par lettres parce que je n'écris pas. Oui, il se défendait d'être un écrivain, Henri Tranquille. Il, euh, il se voyait comme un liseur plutôt. Publié en octobre 22 août 1973, dans Mémorandum d'un éditeur, j'ai retrouvé la lettre la plus étrange au monde. Elle amusera un auteur qui a tâté un peu de 2 éditeurs malveillants. Voici les passages les plus alarmants de cette lettre de Georges Darien, le 23 août 1903, il y a juste 70 ans. Monsieur Stock, j'ai reçu votre carte. Voici ma réponse. Si vous ne publiez pas mon roman en octobre prochain, je vous tuerai.
Si l'état de vos affaires est trop mauvais pour entreprendre de nouvelles éditions, on se demande pourquoi vous vous obstinez à tenir boutique. Vous m'empêchez sans aucun autre motif que votre criminel mauvais vouloir d'exercer dans mon pays le métier par lequel je gagne mon pain. C'est un assassinat. Je me trouve en état de légitime défense et je répondrai au meurtre lent que vous perpétrez contre moi par un meurtre plus brutal. Mais je n'ai pas à vous instruire, j'ai à vous supprimer. Je parlerai au procès. C'est sans crainte que j'affronterai le verdict du jury. Je ne pense pas qu'on puisse trouver en France beaucoup de gens disposés à admettre qu'un homme ait le droit d'en affamer un autre en employant les procédés dont vous faites usage contre moi. Je le répète, c'est un assassinat, et un assassinat longuement prémédité. Je ne me lasserai pas. Vraiment, ma chatte, hein? Je pense qu'elle aime ça, ma chatte, quand je fais des vidéos. Autrement, elle vient jamais me voir. Je pense qu'elle est un peu une exhibitionniste, comme son maître. Je le répète, c'est un assassinat, et un assassinat longuement prémédité. Je ne me laisserai pas égorger placidement, mon parti est pris, et je vous écris cette lettre afin de ne point vous le laisser ignorer. Je ne vous écrirai plus. Vous êtes libre d'agir comme il vous convient, honnêtement ou malhonnêtement. J'attendrai jusqu'au mois d'octobre, et si alors mon roman n'est pas publié par vous, je vous exécuterai. Ouais, c'est Georges Darien, hein, qui a écrit Le Voleur, qui est un merveilleux livre. Peut-être j'en rendrai compte éventuellement. 13 septembre 1974. Le précieux vrai ou faux. Je cite Nicèse. Je digère la grossièreté en ruminant le délicat Vauvenargue. C'est pas beau, ça, dirait Ruffy. Ruffy pour Ruffiange, le chroniqueur du Journal de Montréal à l'époque. Le folia des pauvres. La préciosité lourdaude, mièvre, payée de pavés d'ours, crispe sans convaincre. Dans Perspective du 30 août, Jean-Pierre Nicèse parle ainsi des colères de Gilles Proulx contre les pollueurs des ondes, mais sous sa remuante défroque, qui est en définitive... Non, c'est pas ce passage-là que je voulais vous lire. Je vais vous lire un autre passage, toujours dans la même lettre. Les idées personnelles, ici Henri Tranquille dresse un constat accablant de sa façon de gérer sa propre boutique. Les idées personnelles et l'originalité individuelle risquent de nuire dans le commerce. Je suis bien parti pour me nuire, en tout cas. Nicolas Darvas, dans Anatomie du succès, page 89, vient de m'asséner un coup de poing sans réplique, un terrible uppercut. Dans le monde des affaires, il est absolument inutile de chercher à changer les points de vue des gens, que ce soit dans le domaine religieux ou politique, ou dans celui de leur croyance morale. C'est une prétention qui frise l'impossible. Et de plus, les gens ne vous pardonneront jamais d'avoir essayé de le faire. Gare en tout sens aux valeurs naïves, et que ça vaut, l'estime abstraite de toutes. Selon la formule ici presque vraie, tout le monde, partout, connaît tranquille, à ce qu'on me dit en tout lieu. Très favorablement, semble-t-il en plus. Je crains que mon plausible prestige soit légendaire ou pittoresque, bien plus que commercial. N'ai-je pas su trafiquer ma valeur? Mon chaleureux commerce des gens ne fut sûrement pas assez du commerce avec les gens. Ai-je rêvé que j'étais un vrai libraire quand je ne fus toujours qu'un vrai liseur? Suffit aussi comme ébauche d'examen de conscience. Oui, vrai libraire, ça c'est une grande question. Est-ce que ça existe d'abord, un faux libraire ou un vrai libraire? Je crois qu'un libraire, ça n'existe tout simplement pas. C'est un fantasme que chacun poursuit et que chacun imagine. Je reviendrai sur cette question-là du vrai, du faux libraire. Parce que moi, parfois, il arrive qu'on me dit « Ouais, vous êtes un vrai libraire. Ouais, je suis un vrai libraire. » Je sais même pas si je suis un libraire. Est-ce que je dirais comme tranquille
Je suis un liseur, hein, tranquille, qui était modeste quand même, qui ne parlait pas de lecteur. Peut-être. On va élucider cette question-là dans les prochains jours. Ici, je vous lis un dernier passage où on voit que Tranquille lisait, vraiment, lui. 3 décembre 1974, Il éreinte, le dernier ouvrage du Baraquin, Neige Noire. Qu'est devenu Aquin? Ô bonheur d'expression, surprise d'écriture, déduction d'espionnage, épisode brûlant, brillant, subtilité piquante, distinction du langage. Dans 4 premiers livres, mais il est bien étrange qu'Aquin dans Neige Noire, au contraire, devienne, en un récit confus, lourd, plat, bête et grotesque. Neige Noire, le livre le plus plat du phraseur le plus fat. Le petit lettré définit ainsi phraseur, écrivain verbeux, sonore et vide. Neige Noire, livre fade aux finesses éléphantesques, il n'est pas besoin de connaître la théorie arabe de la trépidation pour savoir que Nod Nodge est en vue de Nai Azulon. Voulant simuler la folie, l'auteur est carrément insensé de nous imposer un pseudo-frère jumeau d'Hamlet qui se nomme Hamlet avec un A, etc. L'auteur ici, l'auteur fabricant obsédé, est-il lui-même ma boule? Un scénario doublement faux permet des insistances scatologiques jusqu'au grotesque. La scène de l'auto recommence 8 fois de suite. La scène dans la Ford Torino est interrompue à sa dernière reprise, juste après que Sylvie a recraché le sperme de Nicolas. Elle se détache de lui et crache sur la moquette de l'auto ce qu'elle avait gardé dans la bouche. Tout au contraire, j'ai aimé, mais à peu près rien d'autre dans ce livre. Et là, il cite un passage. Le temps, fluide, fluide. Ce piètre canular est-il voulu ou pas? Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B Lalonde 100. Vous pouvez également, si le cœur vous enchante, devenir un camarade Facebook. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie, on va dire que c'est une librairie, dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette dite librairie, le Livre Voyageur, dans Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.